Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, en direct, du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Analyse, débat, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, après cette année de crise 2020 douloureuse, les salariés ont-ils augmenté leur salaire? Les négociations annuelles se sont-elles bien passées? On va en parler à travers une étude, un baromètre, le 9e réalisé par Mercer. On en parlera avec l'un de ses représentants. Smart et Réglo, quelle compensation pour les salariés qui n'ont pas bénéficié de la cantine? On en avait parlé sur ce plateau pendant le Covid. Oui, ce sont des sujets juridiques. Les salariés réclamaient aussi des tickets restaurants. On fera le point dans quelques instants avec un avocat. La pause café, oh là là, ça sent les vacances, mais vraiment les vacances avec Fanny Griesmer. Les vacances illimitées. Mais qu'est-ce que c'est que donc les vacances illimitées? On en parlera avec elle dans sa pause café. Et puis dans le cercle RH, sous forme de grand entretien, aujourd'hui à la rencontre d'un dirigeant, Samuel Tual, chef d'entreprise. Il dirige un des leaders français de l'intérim et il se lance dans un combat, pour ne pas dire véritablement une croisade, donner du travail pour tous. Il en a fait un manifeste, il a écrit un livre, il nous parlera de cette bataille. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet, comment faire pour remotiver un salarié qui a perdu un petit peu l'envie de se battre et d'envoyer des CV. On fera le point avec Amélie à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on a beaucoup parlé de la NAO, des négociations annuelles, qui sont les négociations qui font que vous allez être ou pas d'ailleurs augmenté. Ce sont des moments importants. Alors évidemment, les salariés s'attendaient à des négociations un peu tendues, forcément, puisque l'année 2020 a été complexe. Il y a le confinement, activité économique dans certains secteurs ralentis. Et justement, on en parle avec Bruno Roquemont. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes directeur conseil gestion des talents et rémunération chez Mercer France. Et vous avez là, sous votre bras, en virtuel pour le moins, un baromètre, la 9e étude des négociations. Alors d'abord, pour faire un panorama général, c'était un peu particulier parce que mars 2020, 16 mars ou 17 mars 2020, on confine, mais les négos sur cette année-là avaient déjà été validés. Donc on ne peut pas considérer que ces chiffres-là sont valables. Ils avaient été validés en période de hors tempête. Ils avaient été négociés, validés et pour une très grosse part d'entre eux, déjà mis en application. Donc on peut dire que la chronologie des événements avait fait paratonnerre à ce moment-là et avait protégé le cycle d'augmentation 2020. Alors, commençons tout de suite dans le dur. Ces négociations annuelles traitent du salaire et puis d'un nombre précis d'éléments autour de ce salaire. Il y a en 2020, si mes chiffres sont bons, l'augmentation médiane était de 2% pour l'étude. On est à combien là ? 1,41. Pas si mal. Pas si mal. On n'est plus au même niveau. On était plutôt sur d'ailleurs une tendance haussière depuis 2016 avec des chiffres qui progressaient vers le haut. Mais on aurait pu s'attendre à un cataclysme beaucoup plus violent du fait de la crise. Et on tombe finalement sur un chiffre à 1,41. Alors c'est un chiffre médian qui parfois veut tout dire et rien dire. Ça peut être bien au-dessus. Médian, ça veut dire que vous avez 50% des entreprises qui ont fait moins, 50% des entreprises qui ont fait plus. Alors concrètement, ça veut dire quoi selon votre... Alors ça, ce sont des chiffres, j'allais dire, bruts, qui ont été compilés par vos soins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises continuent à avoir de l'optimisme? Oui, il y a un optimisme, il y a une sortie de crise qui se dessine, alors qui recule malheureusement de semaine en semaine. Oui, le delta arrive. Le delta arrive et on n'espère pas le epsilon. Et donc, cette sortie de crise, elle est prévue par les entreprises. Et il va y avoir à ce moment-là un rush pour les talents. Donc, les talents qu'on a au sein de l'entreprise, il faut trouver tous les moyens de les conserver, et le salaire en est un, et pas des moindres. Alors, il y a les talents qu'il faut conserver, on en parle énormément sur ce plateau, comment engager et conserver les talents, puis il y a aussi l'engagement des collaborateurs qui ne sont pas forcément des talents, mais qui sont nécessaires à l'entreprise, et eux aussi, il faut leur signifier qu'on a besoin d'eux, qu'ils sont là, et que l'entreprise ne les oublie pas, parce qu'il y a eu un sentiment comme ça de flottement pendant cette période Covid, où certains salariés ont perdu un peu finalement ce lien avec leur entreprise. Oui, le salaire est un lien fort. Le salaire est un lien fort, et je dirais qu'en fait, les entreprises ont beaucoup appris depuis la crise de 2008, où on avait vu un comportement très différent à l'issue de cette crise. Et là, on remarque deux choses. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de gel de salaire
qu'après la crise de 2008. On a dans notre panel 2 fois moins d'entreprises qui ont gelé les salaires en 2021 par rapport à ce qui avait été fait à l'issue de la crise de 2008. Première chose. Et deuxième chose, on a des entreprises qui ont appris à être sélectives, ce qui fait qu'elles sont capables de travailler efficacement sur les augmentations avec des enveloppes réduites par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Et vous dites quoi? Que c'est plus affiné, c'est moins un travail de masse, mais on travaille plus sur l'individuel, il y a un travail de RH plus précis encore? De RH et de management. Et de management, les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est-à-dire que la négociation annuelle obligatoire, c'est pour l'enveloppe en général. D'accord ? Ensuite, la façon dont l'entreprise utilise via ses managers, qui eux-mêmes sont capables d'estimer qui a besoin d'une augmentation, qui est moins éligible. Qu'il mérite ou pas, hein, pour le dire cash. Qu'il mérite plus, qu'il le mérite moins. Et avec une enveloppe à 1,41%, c'est un peu un arbre qui cache une forêt d'augmentations qui peuvent être parfois de 6, 7, 8%. Alors, Bruno Roquemont, il y a un autre sujet intéressant, puisqu'on l'a évoqué sur ce plateau dans la rubrique Smart et Réglo, c'est la fameuse prime PEPA, dite prime Macron. Oui. Là, alors, le chiffre brut hein, que vous sortez est de 650 € pour l'année 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on le compare à l'année 2019, on était à 465 €. Alors, il faut préciser que c'est une prime qui est capée hein, à hauteur de 2 000 € sans cotisation, on est bien d'accord. Au-delà, on paye des cotisations. L'entreprise a donné, là. L'entreprise a donné. Alors, les proportions d'entreprises qui l'ont mise en place sont inférieures à ce qu'on avait constaté à l'issue de la crise des Gilets jaunes. Malgré tout, on a près d'une entreprise sur 2 dans notre panel qui a décidé de mettre en place cette prime. Ça dit quoi, ça? Ça dit quoi de la relation de l'entreprise à ses salariés? Ça dit qu'elle fait attention aux plus bas salaires, puisque c'est une prime qui est défiscalisée et désocialisée pour les plus bas salaires, jusqu'à 3 fois le SMIC. C'est une prime dont le gouvernement a choisi d'assouplir les règles, déjà en augmentant le plafond de défiscalisation et de désocialisation. C'est bien 2000, hein. 1000 à 2000. Ah, c'est ça. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, en ajoutant un critère de modulation, parce qu'une entreprise peut choisir de ne pas donner le même montant à tous ses collaborateurs. Et elle a différents critères pour le faire, des critères légaux. Et l'un des critères qui a été mis en place cette année, un nouveau critère, c'était celui de la modulation par l'exposition au Covid. Alors on va le voir, ces critères d'attribution de la prime PEPA, c'est intéressant parce qu'effectivement, en plus c'est un nouveau critère. Ouais. Premier critère pour avoir une attribution de cette prime PEPA, on le voit à 36%. C'est ça. C'est les conditions de travail liées au Covid. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'était un critère bien sûr qui n'existait pas avant le Covid. Et c'est le critère de modulation qui a été le plus utilisé par les entreprises. Et puis après, plus classiquement, on le découvre, c'est la durée de travail prévue dans le contrat. Ça, c'est 23%. La durée de présence effective en 2019, c'est 22%. Et la rémunération, 14%. Et à la fin, c'est le niveau de classification à 5%. Bon, ça, c'est assez classique. Ouais. Là, l'enjeu pour vous, parce que Mercer observe et accompagne, parce que vous accompagnez les entreprises aussi dans leur stratégie NAO, notamment, c'est 2022 maintenant. Parce que, on l'a dit, 2020, bon, c'était une année particulière puisque négo déjà enclenché. 2021, c'est pas si mauvais, ça baisse un peu. Est-ce que vous vous attendez à des baisses et qu'on continue finalement à baisser, ou est-ce que l'entreprise va accélérer? Il y a deux tendances. Il y a la crise qui malheureusement, Delta, Epsilon et consorts, amène à se poser la question, inquiète. Et donc ça, c'est plutôt des éléments qui vont dans le sens d'une continuation de la baisse des augmentations. Mais en même temps, cet espoir de reprise, cette guerre des talents qui s'annonce pour y faire face, cette baisse probable du chômage, et puis le retour assez marqué de l'inflation, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui. J'allais y venir. Et l'inflation qui devrait encore progresser. 1,4 en médian augmentation de salaire. Si l'inflation passe au-dessus d'1,5, le salarié perd 0,1. Hein. Voilà, alors bon, on est d'accord. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est là-dessus que ça se joue en négociation. Évidemment. Ça fait partie des leviers qui sont utilisés autour de la table de négociation. C'est ça, on est d'accord que rentre dans la négo inflation qui monte. Exactement. Donc, inflation qui monte, marché de l'emploi plus à la faveur des collaborateurs au sein des entreprises, et enfin, guerre des talents parce que sortie de crise dit on a besoin des meilleurs pour pouvoir y faire face et pour pouvoir aller le plus vite, en tout cas plus vite que le voisin. Tout ça, ça plaide théoriquement, en tout cas, pour des augmentations plus généreuses l'année prochaine. En conclusion, Bruno Roquemont, vous nous dites, dans ce contexte si particulier, d'une relance un peu particulière, c'est plutôt le salarié qui a la main là?
Oui, alors tout ça, ça reste très théorique. Dans certains secteurs, il a plutôt la main. Dans certains secteurs, et puis surtout dans les entreprises qui se transforment. Et si vous êtes aujourd'hui détenteur d'un talent, d'un savoir-faire, d'une compétence... Vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant parce que c'est assez rare et il faut vous garder pour avancer. Merci Bruno Roquemont d'être venu nous éclairer sur cette enquête Mercer, qui est la négociation annuelle et obligatoire, la NAO 2021. C'est votre 9e baromètre. 9e édition. Donc c'est un travail qui est intéressant parce que ça permet de voir sur la durée, de comparer des chiffres pour ceux qui veulent approfondir. Bruno Roquemont, je rappelle que vous êtes le directeur conseil gestion des talents et rémunération chez Mercer France. Merci de nous avoir rendu visite, puis vous reviendrez peut-être dans le courant de l'automne pour voir un petit peu quelles sont les tendances qui se dessinent, parce que vous avez déjà des différents sondages. Et j'imagine que vous avez quelques tendances. Et à l'automne, on aura des tendances. Vous reviendrez nous voir. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Smart et Réglo, je l'évoquais tout à l'heure, notre rubrique juridique où on avait évoqué d'ailleurs la prime PEPA. On va s'intéresser à la compensation pour les salariés. On en avait parlé lors d'un débat. Pour ceux qui ne mangeaient plus à la cantine, qui ne pouvaient plus aller à la restauration évidemment d'entreprise, comment on fait? On en parle tout de suite avec un avocat. Smart et Réglo, le droit et la vie concrète, parce que oui, le droit régit la vie concrète des salariés, et notamment des salariés touchés par le Covid. On parle de la compensation pour les salariés qui n'ont pas pu bénéficier de cette cantine d'entreprise fermée pour cause Covid et qui se sont retrouvés à déjeuner en extérieur. On en parle avec Muriel Pariante, avocate en droit social et responsable du département de droit social au cabinet Ashurst. Ashurst. Avec l'accent anglais. Anglais, Ashurst. Okay. C'est très important de mettre l'accent anglais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, j'ai déjà brièvement redonné le contexte. Le contexte, c'est quoi? Fermeture des cantines et on mange à l'extérieur. Oui, et pas que. C'est aussi l'ouverture des cantines avec des restrictions sanitaires. Et c'est surtout, que fait-on des salariés qui sont en télétravail, qui, eux, de toute façon, même si les cantines sont ouvertes, ne peuvent pas y accéder. En fait, c'est vraiment ça le point. Et c'est vraiment le principe du principe d'égalité entre les salariés en télétravail qui n'ont pas choisi, mais que ça leur a été imposé par la crise sanitaire, et les salariés qui sont sur site parce qu'eux ont pu continuer à aller travailler, et qui ont accès au restaurant d'entreprise quand il n'est pas fermé. Alors pour le dire très concrètement, parce que c'est un sujet éminemment pratico-pratique du quotidien, la cantine d'entreprise coûte évidemment en général beaucoup moins cher que lorsqu'on va s'acheter son petit sandwich chez le boulanger avec sa petite formule à 8 ou 9 euros. La cantine, c'est quoi? C'est 3 euros, 4 euros? C'est 2 euros. Alors, c'est 4,90 € sur le principe en 2021 et vous divisez par 2 pour le salarié qui paye 50%. Donc, c'est 2 euros. C'est un peu plus que 2 euros. Et des poussières. 45 et de poussières. Donc, on est effectivement quand vous ne pouvez plus avoir accès à cette cantine d'entreprise, il y a un coût très important pour le salarié, d'autant que la crise sanitaire a duré et dure toujours. Et donc, on est toujours dans cette situation-là. Mais oui, vous avez raison, c'est un coût bien plus important. Et quand vous allez acheter effectivement votre sandwich, 8 euros, déjà, c'est vraiment le minimum. Donc, on est à 4 fois quasi le prix. Et il va sans dire qu'on n'est pas une émission de diététique, mais on ne mange pas un sandwich tous les jours. Il y a des moments où on a besoin de plats chauds, on a besoin évidemment de fruits et de légumes. Ce qui veut dire c'est un coût supplémentaire pour le salarié. Si on l'évalue, on va dire 50 euros par mois fois 4, ça fait 250 euros de dépenses supplémentaires. C'est ça le manque à gagner? Oui, on est sur 200 euros, entre 150 et 200 euros. Réellement, les calculs ont été faits de manque à gagner, qui est très important pour un salarié. Donc là, on rentre dans le concret. Est-ce que l'employeur a obligation de compenser, parce que le salarié lui dit, moi j'ai perdu, je perds à l'année, s'il a ça, près de 3 000 euros de dépenses de restauration. Qu'est-ce que dit la loi là? Rien. Ah bah très bien. Voilà. Bon bah voilà, merci, au revoir. Voilà, donc la loi, non mais nous on réfléchit, donc la loi ne dit rien. Il n'y a pas de loi, il n'y a surtout même pas de réponse du gouvernement, on est vraiment sur un vide juridique et aussi gouvernemental. Par contre, on peut raisonner par rapport aux tickets restaurants. Le problème des tickets restaurants qui est assez intéressant puisque là on a des décisions judiciaires. Et c'était le même principe. Vous avez les salariés qui étaient sur site et qui a bénéficié de tickets restaurants et vous aviez les salariés qui étaient en télétravail et qui n'avaient plus accès aux tickets restaurants. C'est vrai. Et la question s'est posée, il y a eu 2 décisions judiciaires qui ont été rendues, l'une par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mars 2021 et l'autre par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2021. Malheureusement, 2 décisions divergentes. Ah, qui n'aide pas l'avocat. Qui n'aide pas l'avocat et qui, j'espère, va être tranché par la Cour d'appel qui a été saisie dans ces 2 dossiers. Et qui nous dit quoi? La première décision nous dit, non, c'est le principe de l'égalité de traitement, mais il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement. Donc pourquoi? Parce que les salariés ne sont pas dans une situation qui est la même. Vous avez un salarié qui est sur site et l'autre qui est à la maison. On est d'accord? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi non? Et pourquoi? Donc il nous dit non, vous n'avez pas à indemniser vos salariés qui ne sont pas en télétravail, qui sont en télétravail, vous ne devez pas leur donner de ticket restaurant. Paris nous dit c'est pas vrai.
Autre décision rendue 15 jours après. Non, il y a effectivement le principe d'égalité de traitement. On est dans une situation comparable parce que votre salarié qui est en télétravail peut très bien décider d'aller déjeuner en bas à son troquet, au petit café du coin. C'est exact. Et quand il est d'ailleurs aussi sur site, il peut aller déjeuner dans n'importe quelle... De la même manière. Exactement. Et donc, c'est un principe d'égalité de traitement. Il doit pouvoir bénéficier aussi des tickets restaurants. Ouais, Muriel, juste une question. La règle était dictée dans une entreprise audiovisuelle, ça nous est arrivé et ça m'est arrivé. Lorsqu'il n'y a pas de restauration d'entreprise, l'entreprise vous donne des tickets resto ou une carte qui est chargée chaque mois et qui nous permet d'aller déjeuner à l'extérieur. Dans le cas de figure où l'entreprise a toujours sa restauration ouverte avec des restrictions et que le salarié est en télétravail, on est dans un cas de figure particulier parce qu'on pourrait lui dire vous n'avez qu'à prendre le métro et venir manger à la cantine entre midi et 2. Non. Non, mais j'exagère. Oui, mais en fait, non, parce qu'il n'a pas le droit de venir. D'accord, mais pourtant des salariés rentrent dans la restauration. Oui. Et vous voyez, Mais je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est ça la difficulté. Mais la réalité, c'est que le salarié qui est en télétravail, il ne l'a pas choisi. On est d'accord, l'employeur l'oblige. La loi l'oblige. Bien sûr. J'irai même plus loin, c'est la loi qui l'oblige. Vous avez cette difficulté. Et aujourd'hui, le gouvernement a tranché sur ce point dans sa question-réponse en disant le principe d'égalité doit s'appliquer. Et les salariés qui sont en télétravail doivent pouvoir bénéficier des tickets restaurants. Ce qui semble assez logique. Ce qui semble assez logique. Et je pense que la Cour d'appel devrait valider. Par contre, les restaurants d'entreprise. Alors oui, revenons Parce que là, est-ce que le principe d'égalité doit s'appliquer? On pourrait penser que oui. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il y a une vraie différence de situation. On n'est pas dans une situation comparable, parce que pour pouvoir bénéficier du restaurant d'entreprise, il faut être sur site. Et les salariés, là, ne sont pas sur site. Donc là, il y a une rupture d'égalité parce que celui qui est en télétravail, on ne va pas lui dire tu reprends le métro pendant 1 heure pour juste prendre ton steak frites. Absolument. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Je ne pense pas. Alors je vous le dis, sous toute réserve, il n'y a pas de décision judiciaire. Mais à mon sens, l'employeur n'a pas à indemniser le salarié qui ne peut pas bénéficier du restaurant d'entreprise. Il n'y a pas d'obligation légale. D'accord. Alors on est d'accord que la jurisprudence risque d'aller vers l'égalité et donc le salarié en télétravail pourrait bénéficier de tickets restaurants. Oui. On est d'accord? Oui. Même si l'entreprise a une restauration ouverte sur site. Absolument. Ce qui ne se fait pas normalement. Absolument. Donc ça va avancer. Je pense. Vous pensez que la décision de la Cour d'appel peut obliger le législateur à revoir cette disposition du Code du travail ou créer une disposition dans le Code? Je ne pense pas. Je pense que la décision qui sera rendue par la Cour d'appel sera suffisante parce qu'il y a... Elle fera jurisprudence pour le reste. Elle fera jurisprudence. D'accord. Et vous vous baserez sur cette décision pour dire, voilà, vous n'avez pas indemnisé, il faut donner. Absolument. Juste d'un point de vue légal, je le repose parce que l'avocat a dû s'y pencher. Il sera autorisé à une entreprise d'émettre ou d'avoir un prestataire de tickets restaurant, même si elle a de la cantine et de la restauration sur site. On est d'accord? C'est tout à fait possible. C'est possible. C'est possible. Après, c'est une décision. Maintenant, principe, quand on a une cantine d'entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir des tickets restaurants. Après, l'entreprise fait ce qu'elle veut. La question qui se pose, c'est les cotisations sociales. On est d'accord. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est cantine d'entreprise, il y a une tolérance sur ça, vu que les montants sont très bas, on ne paye pas de charges sociales. Par contre, et c'est la question qui s'est posée, est-ce qu'il y a des entreprises, des clients qui m'ont dit « mais moi je veux indemniser mon salarié ». C'est aussi une possibilité. Ils ne peuvent pas venir travailler, je souhaite les indemniser. Le problème, c'est que sous quelle forme? C'est pas du salaire. Restaurant, le problème, c'est que si je donne un pass restaurant, il peut commander sur Internet et c'est l'entreprise qui paiera, mais on est en complément de salaire cette fois-ci. Oui. On n'est plus dans le cas de l'avantage en nature nourriture qui n'est pas chargé. Donc ça va poser après la question des charges sociales. Donc si votre entreprise décide quand même d'indemniser, bien qu'elle n'en ait pas l'obligation, il y a des charges sociales qui risquent d'être payées. Vérifiera que tout ça a bien été avec cotisation. Absolument. Ce qui, je peux me permettre, est un peu particulier quand même de mettre de la cotisation sur du repas. Je suis d'accord. D'autant qu'il y a de la TVA dessus à 10 ou à 20%. D'autant que ça coûte cher aussi bien à l'employeur qu'aux salariés, parce que des charges sociales patronales et salariales. Donc le fait de compenser pose un problème au niveau des cotisations sociales et risque de coûter cher finalement à tout le monde. Vous militez, juste pour conclure, pour l'idée que cette aide directe aux salariés qui est en télétravail soit exonérée de charges, j'imagine. Ça serait la meilleure des solutions. Ça serait la meilleure des solutions. Ça serait la meilleure des solutions. Mais ça inciterait les entreprises aussi à pouvoir, parce que comme on l'a dit au début, c'est un coût important pour le salarié. Évidemment, et puis ça permet aux petits commerces de pouvoir aussi avoir une activité dans certaines petites villes où le salarié est en télétravail. Ça permet à tous ceux qui ont l'activité de pas de porte de pouvoir vendre leur pizza et leurs repas. Ils en ont bien besoin. Et ils en ont vraiment besoin. Merci Muriel Pariante. J'espère que je vais bien prononcer. Vous êtes au cabinet à Shirts.
parfait. Bah voilà, j'ai fait un progrès énorme en quelques minutes. Merci, avocate en droit social. Merci beaucoup d'être venue nous rendre visite pour nous éclairer sur ce sujet éminemment concret pour les salariés. Tout de suite, c'est la pause café. Bah, évidemment, vous connaissez ce rendez-vous, ne bougez pas Muriel. La pause café de Fanny Griesmer, c'est les vacances illimitées. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fanny Griesmer va tout nous expliquer. C'est la pause café. Fanny Griesmer, sa pause café, son café, sa bonne humeur, et puis parfois des idées qui sont effectivement un peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous parlez des vacances illimitées. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Incroyable, mais vrai dans certaines entreprises. Alors c'est vrai que vous vous apprêtez peut-être à prendre quelques jours de repos bien mérités, 2-3 semaines de congé. Et si vous pouviez prendre autant de congés que vous le souhaitez, autant de congés que vous le souhaitez dans l'année, loin des 5 semaines de congés payés prévus par le droit du travail, les vacances illimitées ont de quoi en faire rêver plus d'un. Nous, ça nous fait rêver aussi. Le rêve sur le papier, mais dans les faits, il semblerait que la formule n'ait pas que des avantages. Vacances illimitées, en fait, vous nous parlez de vacances à la carte. C'est exactement c'est ça. Alors, soyons on a clairs, fait rêver là. Cela ne signifie pas pour autant que vous allez pouvoir aller vous dorer la pilule sur une plage paradisiaque pendant près de 6 mois. Non, l'idée c'est d'établir une forme de management basée sur la confiance et sur la responsabilité individuelle. Les termes de ce contrat de confiance sont relativement simples. Vous êtes libre de prendre autant de jours que vous le souhaitez dans l'année, c'est-à-dire des jours supplémentaires au-delà des 5 semaines obligatoires, plus des journées de RTT, mais à une condition, que le job soit fait. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a une forme de liberté, d'autonomie du salarié. Totalement. Et concrètement, voilà. Si vous souhaitez des congés supplémentaires, vous consultez d'abord votre équipe pour voir si tout est OK. Normal. Si cela ne rentre pas en conflit avec d'autres congés posés par un autre membre de votre équipe, dans ce cas-là, pas de souci. Puis vous soumettez votre demande de congé à l'approbation de votre manager, idéalement dans un délai de 15 jours avant la date effective des congés. C'est ce qui se passe dans la plupart des entreprises. Alors, une règle qui reste assez souple, dans les faits. D'ailleurs, l'aval du manager n'est pas forcément nécessaire dans toutes les entreprises qui pratiquent cette formule assez alléchante. Ouais, alléchante. On parlait de garder les talents. C'est quand même intéressant pour les salariés, cette formule. Totalement. Plus de congés, c'est-à-dire plus de repos, forcément, mais aussi plus de flexibilité, d'autonomie, vous le disiez, de confiance. La formule semble avoir bon sur toute la ligne. L'effet se répercute forcément sur le bien-être, le moral, l'efficacité des salariés, car avoir des congés illimités, c'est un petit peu la carotte, celle qui vous incite à donner le meilleur de vous-même. Si le boulot est fait, Fanny. Si le boulot est fait. C'est important quand même. Mais oui, c'est ça, c'est la condition sine qua non pour que vous puissiez poser vos congés. Mais l'entreprise, elle aussi, a des avantages et a beaucoup à y gagner. Proposer un tel avantage lui permet d'attirer les bons talents, les bons profils, de les garder et puis aussi de faire rayonner sa marque employeur. Ça donne aussi l'image d'une entreprise qui fait confiance en ses salariés et c'est important. Déplafonner le nombre de jours de congés payés apparaît donc comme un outil précieux pour choyer ses salariés sans pour autant nuire aux résultats de l'entreprise et là c'est important. Ça vient d'où cette idée? Ça vient forcément de très très loin. Petite idée, pas de la Chine j'imagine? Non. L'idée est née sous le soleil de Californie, dans la Silicon Valley, connue pour ses initiatives assez innovantes. Elle a fini par voyager et commence à séduire un certain nombre d'entreprises dans l'Hexagone. Alors en France, on a notamment Indeed. On a reçu récemment la plateforme de recherche d'emploi qui compte 70 salariés en France. Entreprise américaine d'ailleurs. Entreprise américaine, donc 70 salariés en France. La start-up de l'assurance santé Alan ou encore PopChef, une start-up spécialisée dans la livraison de repas gastronomiques dans les entreprises. Donc vous le voyez, là en France, c'est plutôt des start-up, donc des petits effectifs. Alan était venu d'ailleurs nous parler de ce sujet au début de l'émission Smart Job. Franchement, quand on voit ce sujet, effectivement, on se dit c'est très alléchant pour le salarié. Est-ce qu'il y a des abus? On a l'impression que on va pouvoir. On va tirer sur la corde. On va tirer un petit peu sur la corde, qu'on pourrait faire exploser le nombre de congés. Ce n'est pas le cas en réalité. Les collaborateurs n'abusent, semble-t-il, pas de cette liberté puisqu'ils prennent que 2 à 5 jours de plus que la moyenne des Français, une moyenne qui est établie à 33 jours par an selon les données de l'adresse. Donc globalement. Illimité dans les limites du raisonnable. Alors c'est vrai que nous aimerions toutes et tous pouvoir gérer notre temps comme nous le souhaitons et prendre un peu plus de vacances, mais le ferions-nous vraiment si nous en avions l'occasion? Eh bien, pas forcément. C'est encombrant la liberté. Et c'est là le revers de la médaille. Mais en fait,
C'est exactement ça. Ah oui. C'est ça. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez, est-ce que vous osez? Pas forcément. Effectivement, illimité, c'est un bien joli mot qui peut donner le vertige. Dans les faits, les vacances illimitées restent sans limite dans la mesure du raisonnable. Ce que l'on peut observer aussi, c'est un phénomène d'autocensure. C'est justement cette notion de liberté. Aux États-Unis, par exemple, où la politique de congé illimité est plutôt pratiquée à l'inverse de la France dans des grands groupes. Une étude réalisée par la société Namely en 2017 montre que les employés qui bénéficient de congés sans limite ne posent en moyenne que 13 jours par an contre 15 jours pour le personnel soumis au régime traditionnel. Je pense que je vais perdre ma voix à cause de la climatisation. Je ne vais pas avoir des bonnes vacances. Respirez. Aidez-moi. Respirez. Alors, je vous précise quand même, parce que 13 jours, ça semble assez peu. Il n'y a pas de législation en la matière aux États-Unis et que finalement, les entreprises accordent en moyenne 10 à 20 jours de congés payés. Ça se régule, en fait. L'ancienneté. Ça se régule. Il y a d'autres risques ou pas? En fait, celui d'en faire trop, effectivement, et c'est là que peuvent apparaître des signes de surmenage ou de burn-out, car selon la psychologue clinicienne du travail Catherine Mieg, les bénéfices des vacances illimitées dépendent fortement de l'environnement de travail dans lequel vous évoluez. Bien sûr. Si le salarié fait face effectivement à des objectifs qui n'ont pas été fixés de manière claire et réaliste, ou s'il est dans une équipe où la concurrence est rude entre les collaborateurs, vous aurez sans doute, le salarié en tout cas aura sans doute plus de réticence à poser des congés. Il peut même se sentir coupable. Un autre frein possible, c'est l'image que les salariés pensent renvoyer à leurs supérieurs. Télétravail ou pas, la culture française reste marquée par le présentéisme. Oui, pour certains, prendre un peu plus de congés, en tout cas plus que les autres, c'est s'exposer au risque de passer pour quelqu'un de paresseux, de fainéant. Et là, ça peut être un souci, notamment au moment du sacro-saint entretien annuel, où vous ne serez pas forcément dans les meilleures conditions pour négocier quoi que ce soit. En tout cas, qu'elles soient illimitées ou pas, les vacances, c'est important. Et je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum. Et peut-être que vous êtes en vacances d'ailleurs. Profitons-en au maximum. J'espère que votre voix va se rétablir. Oui, alors il va falloir... Voilà, n'allez pas prendre froid, Fanny. S'il vous plaît. Voilà, pour partir dans vos vacances. Je vais être malade pendant mes vacances. Non illimitées d'ailleurs. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est qu'il y a quelques entreprises françaises qui commencent à s'y pencher. On va prendre un petit peu le contre-pied de tout cela dans ces entreprises où les vacances sont illimitées ou à la carte. On va parler du chômage de masse, chômage structurel, la difficulté des jeunes à trouver un emploi et de me faire se rencontrer l'offre et la demande. C'est un vrai sujet, je dirais typiquement français, et on va en parler avec Samuel Tual parce que lui, il a sorti un livre et écrit un manifeste, un combat, une croisade qu'il mène, le travail pour tous, donner un emploi à chacun. Mais comment faire? Il va tout nous expliquer dans quelques instants. C'est le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui. C'est un dirigeant, un entrepreneur qui nous parle de sa philosophie face à l'emploi. C'est juste après cette pause. Le Cercle RH aujourd'hui, qui n'est pas un débat, qui est un grand entretien pour s'intéresser d'assez près au chômage. Alors, chômage structurel qui a progressé depuis plusieurs années maintenant, l'adéquation entre l'offre et la demande, comment donner du travail à tous. C'est un débat qu'on va soulever avec Samuel Tual. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes président du groupe Actuel, l'un des leaders français de l'intérim, 7e, 6e, 5e 7e acteur français, oui. 7e acteur français. Et puis, vous êtes en tant que dirigeant, chef d'entreprise, responsable du MEDEF de Mayenne, parce que vous êtes un homme qui venait de la Mayenne. Vous avez décidé de vous lancer dans ce... Plus qu'un travail, véritablement une croisade, un manifeste, le droit au travail, sorti en 2021, Actuel, et puis aux éditions Alizio, ce livre, Le travail pour tous, revaloriser le travail pour sauver la France, cessons d'être irresponsables. Alors, je commence par la fin, parce qu'à la fin du livre, vous faites une analyse qui est terrible de notre situation, pas économique, mais notre rapport au travail. Vous dites, le chômage structurel a progressé, nous n'y arrivons pas. D'abord, un premier mot, parce que vous avez étudié ce sujet en profondeur. Pourquoi la France est un pays qui est touché par un chômage structurel endémique ?
Alors les réponses sont multiples à ce type de questions. C'est vrai que j'ai écrit ce livre en 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle, parce que je trouvais tout simplement... Vous ne vouliez pas être candidat? Non, je ne souhaitais pas être candidat, mais simplement je trouvais que le débat qui nous était proposé n'intégrait pas suffisamment la dimension du travail, la place du travail dans la société et la vision que l'on avait de la société. C'est vrai que c'est un peu c'est l'enfant pauvre des sujets économiques. Je n'ai pas la réponse précise à cette question. Simplement, la campagne s'est orientée vraiment vers des mesures qui s'apparentaient vraiment à une campagne de Premier ministre, avec des mesures précises sur tel ou tel sujet, de fiscalité, etc. Mais il nous manquait, de mon point de vue, une vision sur justement quelle société on souhaite avoir demain, quel avenir pour nos jeunes et quelle vision, quelle place du travail. Et pour des raisons que j'ai essayé justement de creuser dans cet ouvrage, qui sont peut-être aussi en lien avec l'étymologie du mot et l'histoire, il y a une connotation assez péjorative du travail, une image négative. C'est vrai. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait une loi pénibilité qui était en cours de discussion et qui m'a évidemment faisait beaucoup débat parce que... Pour vous, ça abîmait le mot travail, en fait. Oui, parce qu'à partir du moment où on associe le travail à la pénibilité, on continue d'enfoncer le clou sur le fait que c'est de la souffrance et c'est souvent subi. Même si par ailleurs, vous évoquez dans votre livre Simone Veil, qui n'est pas la Simone Veil qu'on connaît, mais la marxiste, et vous dites, il y a quand même des situations de vie au travail qui sont difficiles, douloureuses, délicates, on est d'accord. Et vous évoquez la Chine notamment, qui fabrique nos téléphones Apple dans des conditions similaires à ce que dénonçait Karl Marx. Exactement. Mais en revanche, il y a aussi tout l'opposé de tout ça, qui est la vision inspirante que l'on peut avoir du travail. C'est ça, votre message. Qui tout simplement est utile et nécessaire à l'homme. C'est ce qui donne du sens à la vie. C'est ce qui peut permettre de contribuer, de mettre à disposition son intelligence, ses intelligences, parce qu'il y a l'intelligence de la main aussi qui peut être promue. Cerveau et main, les deux sont... Et donc tout ça fait qu'à un moment donné, le fait d'être utile, de se sentir utile, de contribuer, peut contribuer à la réalisation et à l'épanouissement. Et donc cette vision, cette autre vision fait que on peut s'offusquer qu'il y ait un nombre de Français si important privés de travailler. Les jeunes, vous en parlez beaucoup, vous avez des campus chez Actual pour les accompagner, ça vous tient très à cœur, ça démarre de notre éducation, de la jeunesse. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que le coup de gueule que vous portez, un manifeste, c'est pas rien. C'est un coup de gueule. Un livre, c'est pas rien. Ça prend sa place dans la pensée économique. Qu'est-ce qui ne marche pas? Eh bien, on peut constater que depuis de nombreuses années, on a eu des politiques successives qui ont montré leurs limites et qui ont conduit à ce constat d'échec avec ce chômage. La structure. Alors, ce qui marche pas au départ, c'est un système, et le point de départ, c'est l'orientation scolaire, qui est assez traditionnelle. Je lisais ce matin qu'il y a 60% d'échecs en première année de l'université. Bien sûr. Donc ça veut dire que le fait de généraliser le bac pour tous et puis d'aller assez simplement vers les filières universitaires, ça conduit à ce taux d'échec et au fait qu'un grand nombre de jeunes ne se retrouvent pas en situation d'être bien positionnés par rapport aux enjeux du travail demain. Et donc, c'est d'abord l'orientation qui serait à repenser, et puis avec une dimension qui intègre évidemment la nouvelle notion de formation tout au long de la vie professionnelle, parce que les métiers évoluent, parce que les organisations bougent, et que tout va très vite et qu'il faut en permanence se former. Et donc notre système n'a pas été pensé pour ça. Et donc on est un petit peu entre deux. Il faut passer du bon côté. Moi, je suis plutôt optimiste de nature et je pense que les choses peuvent évoluer. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut parfois agiter un petit peu les choses et puis porter des voix auprès des décideurs et de ceux qui prennent des décisions. Mais le constat est très intéressant parce qu'effectivement, vous pointez du doigt et vous faites d'ailleurs une sorte de parabole très historique puisque vous revenez sur Saint-Benoît, Saint-Bernard, sur le fait que Saint-Benoît considère qu'il faille à la fois prier mais aussi travailler, qui est une vraie révolution au Moyen-Âge, les moines qui travaillent. Vous citez Hegel, n'importe qui, le travail est la seule façon pour l'homme de réaliser son essence, c'est-à-dire d'accéder à la plus haute liberté.
très bien. Vous vous souvenez qu'on avait posé des tentes sur le canal Saint-Martin pour des gens qui n'avaient pas de logement. Et un mouvement politique s'était enclenché. On avait donc, vous vous en souvenez, créé un droit opposable au logement. C'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un qui n'avait pas de logement de pouvoir avoir un logement et d'en avoir le droit. On peut créer un droit opposable au travail ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que cette question-là, vous dites, il faut bien trouver une issue à ce diagnostic dramatique. Est-ce qu'il y a un droit opposable au travail ? Alors, moi j'en suis pas à ce niveau-là, parce que le combat que je mène est évidemment très en lien avec mon activité professionnelle et la raison d'être de l'entreprise. La bataille que vous menez chez vous. Et de donner accès au plus grand nombre. Et donc, moi je suis sur le registre de la prise de conscience sur le fait de l'importance du travail, sur le fait de dire aussi, il y a des solutions, soyons acteurs de la construction de cette démarche. Après, évidemment, à l'occasion de la campagne, le droit au travail, on a essayé de m'emmener sur ce terrain de droit opposable. Ce que je suis en train de faire. De combat. C'est un débat politique, permettez-moi de vous le dire. Alors, l'assurance chômage, aujourd'hui, a été pensée aussi comme un moyen de corriger de façon ponctuelle une situation anormale qui est d'être privé de travailler. Un système assurantiel. Le problème, c'est que avec le temps, on s'est installé dans une sorte de droit au chômage. Et donc, effectivement, de droit à avoir une possibilité d'être indemnisé. Et donc, il faut qu'on arrive à retourner la chose de telle sorte qu'on puisse permettre l'accès au plus grand nombre au travail. Parce que, en réalité, ce que je suis en train d'essayer de montrer, c'est que le travail n'est pas qu'une contrepartie de salaire contre du temps donné. Il permet un épanouissement. Un épanouissement. Et donc, il faut que, quelle que soit sa situation, chacun a sa place sur le marché du travail. Qu'on soit jeune, ancien, que l'on ait un handicap. 500 000 personnes avec handicap aujourd'hui n'ont pas accès au travail. Marché du travail. Et donc là, pour le coup, il faut absolument qu'en fonction de chaque situation, on puisse trouver une solution adaptée. Mais Samuel Tual, en fait, vous nous dites, parce que je comprends que vous ne vous souhaitiez pas rentrer dans le débat politique qui d'ailleurs va avoir lieu, je pense, dès le mois de septembre, sur toutes ces questions liées au travail. Vous êtes un dirigeant d'entreprise actuel, vous portez cette entreprise, vous la développez, vous insistez beaucoup d'ailleurs sur la notion d'engagement des collaborateurs. Vous dites quoi ? L'avenir du monde, ou la transformation du monde économique, c'est l'entreprise d'abord qui doit le faire ? Parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Vous dites, nous, à notre niveau de dirigeant, c'est nous qui changeons le monde. Mon engagement patronal repose aussi sur ce constat, c'est que les acteurs économiques sont porteurs de solutions. Et les entreprises, là où elles sont, dans les territoires, en proximité, peuvent contribuer sur beaucoup de sujets, que ce soit sur les sujets environnementaux, les sujets de l'emploi et beaucoup d'autres. Et donc, donnons plus de liberté et de possibilités aux entreprises pour qu'elles puissent mettre en œuvre des solutions, souvent de bon sens, dans les territoires où elles sont présentes. Et donc, effectivement, moi, je pense que les entreprises... alors, sur l'emploi et la formation, par exemple, j'ai entendu notre président lors de cette dernière déclaration... Qui a fait des réformes sur la formation. Il y a eu des réformes passées qui ont beaucoup amélioré les choses. Vraiment ? Ça les a améliorées, vraiment ? Il y a eu la réforme du marché du travail qui a permis de fluidifier et d'assouplir certains dispositifs. Et puis, il y a eu des choses en matière de formation qui sont des prémices de ce qui serait possible de faire. En revanche, il faut aller beaucoup plus loin et donner plus de possibilités aux entreprises de former post-embauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est encore, et ce que j'ai entendu le 12 juillet dernier, c'est que je crains qu'on soit encore dans une démarche de former des chômeurs aux métiers de demain. En revanche, ces métiers de demain, on ne les connaît pas. Donc tous les plans de formation massifs qui consistent à former nos demandeurs d'emploi sont voués à des réussites très partielles ou à des... Pour ne pas dire à l'échec. Et voilà. Et donc, la solution, de mon point de vue, c'est de favoriser l'accès à l'emploi et d'aider l'entreprise à former le collaborateur au poste et au métier dont elle a besoin, parce que chaque entreprise connaît les organismes de formation et les structures. Piloter au plus près comme une forme de décentralisation au plus près des réalités de l'emploi, parce que c'est ce que vous soulevez. Et l'une des idées que j'avais proposées à l'époque, c'était justement d'élargir considérablement le champ de l'apprentissage. Alors, il y a eu des choses ça a pas mal avancé sur cette question. Alternance.
on peut aller encore plus loin. Et j'avais même proposé un apprentissage pour tous, à savoir que quand on sort d'une école, quelle que soit l'école, qu'on soit diplômé d'un bac plus 2 ou bac plus 5, on n'est en réalité pas prêt à l'emploi. Et donc le premier contrat de travail pourrait être un contrat d'apprentissage pour permettre aux juniors, aux jeunes diplômés, à l'apprenti de commencer sa première expérience professionnelle par un accompagnement d'un tuteur dans l'entreprise et par un complément de formation avec ce contrat qui est complètement adapté. Sujet sensible, vous vous rappelez que ça avait été le SMIC jeune qui était en fait l'intermédiaire entre... Encore une fois, vous voyez, tous les sujets que vous évoquez et que vous traitez sont des sujets passionnants, mais qui touchent évidemment à des débats politiques qui ont suscité des manifestations, d'ailleurs, qui ont fait capoter le projet, parce que c'est Dominique de Villepin. Parce que l'approche n'était pas de rendre possible l'accès à l'emploi, mais de considérer effectivement un SMIC dégradé et donc dévaloriser le travail. Et un problème de présentation, cette réforme avait été mal présentée et mal menée. Aujourd'hui, on a des tensions sur certains secteurs. Vous le suivez évidemment, puisque vous dirigez une entreprise d'intérim. On voit des restaurateurs, on voit même des secteurs en tension qui ne trouvent pas de collaborateurs. Les soudeurs, des métiers techniques dont on ne trouve plus les compétences. Est-ce qu'il y a un problème sur le coût du travail? Parce que vous êtes au cœur de cette question à travers votre livre et à travers vos activités chez Actual. On a un problème du coût du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains serveurs disent « je ne vais pas être serveur, j'adorais ce métier, mais les horaires sont fatigants et je ne suis pas assez payé », ce qui est assez paradoxal, parce qu'à Paris, ils sont plutôt convenablement payés, mais je ne veux plus y aller. Comment on fait là pour faire se rencontrer une offre et une demande? Est-ce que le coût du travail est un point d'achoppement? Alors, il y a assurément une question de coût du travail. Il y a eu des efforts de fait pour permettre à la France de devenir un petit peu plus compétitive par rapport aux comparables étrangers sur cette notion de coût du travail, par des baisses de charges notamment. Mais on est encore dans un système qui est assez rigide. Alors, encore une fois, il y a eu des évolutions récentes favorables, mais le système manque de fluidité. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que on a un système qui est rigide parce qu'il vise à surprotéger. Au fil des années, on a eu un code du travail qui a gonflé parce qu'il y a eu des mesures pour protéger. En réalité, ce code du travail est devenu complètement indigeste. Personne ne le connaît en vérité. Et il a comme conséquence de rigidifier le marché. Et paradoxalement, on a constaté que dans les pays les plus flexibles, notamment du nord de l'Europe, il y avait un sentiment de bonheur au travail qui était plus important. Parce que quand un collaborateur n'était pas bien dans son entreprise, il pouvait partir rapidement et trouver facilement. Alors que là, il est enfermé. Alors que là, il reste dans un truc parce qu'il a peur de perdre son emploi et d'avoir des difficultés à retrouver. Donc, un marché trop protecteur, des lois qui protègent, qui surprotègent, pas assez flexible, en fait, empêchent en réalité et vont dans une démarche contraire. Encore une fois, je me permets de vous le dire, ce que vous soulevez là est un sujet fondamental, la flexibilité, la capacité de changer et de faire plusieurs métiers sans avoir peur de perdre ses droits, c'est un sujet éminemment politique. Oui, c'est le sujet de l'intermédiation, c'est le sujet de fluidifier ce marché. Mais pour la question que vous me posiez précédemment, pour moi, il y a des questions assez structurelles qui existaient avant, qui continuent d'exister aujourd'hui, mais il s'est passé quand même une période assez incroyable, qui est celle de la pandémie et de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Et par rapport au métier de restaurateur et des difficultés de ce secteur, on a eu quand même une séquence là, qui a duré pendant 1 an et demi, où ça a été une sorte d'électrochoc sur le sujet du travail. On a empêché les gens de travailler avec la politique de confinement. On a défini ce qu'étaient les métiers essentiels, ce qui n'étaient pas, ce qui était autorisé ou pas. En mars 2020, il y a eu une liste d'activités interdites. En novembre, une liste d'activités autorisées. On a découvert des métiers qu'on avait oubliés. On a applaudi. Alors, il y avait les héros traditionnels, le personnel de santé, la police, la gendarmerie, l'armée, dans certaines situations. Et puis là, on a applaudi les caissières. On a applaudi ceux qui ramassaient nos poubelles, ceux qui nous produisaient l'alimentation. Et puis, ça fait nation, en quelque sorte. Et donc, on a redécouvert qu'il y avait des métiers qu'on avait oubliés, qui étaient des métiers utiles et très utiles. Et moi, j'ai trouvé que c'était une séquence formidable. Mais dans le même temps, on a aussi pris un petit peu l'habitude de vivre autrement. On a changé de vie. Ça, vous le constatez, j'imagine, à travers votre... 50% des salariés du secteur privé qui ont été indemnisés et rémunérés sans travailler. Oui. Et là, au bout d'un moment, se remettre en situation de travailler. La notion de l'effort, parce qu'en fait, finalement, c'est ça dont il s'agit, c'est...
Est-ce que fournir un effort permet de... On comprend bien. D'avoir de retrouver... une gratification et puis pour le coup, d'être satisfait de ce que l'on fait ou pas. Eh bien là, il y a effectivement des publics qui ont décidé de changer de vie, de façon de vivre et qui réorganisent les choses. Et donc, effectivement, le secteur de la restauration a beaucoup de mal à trouver des bras. Dans le manifeste, il y a toute une galerie de portraits avec des collaborateurs, avec des gens qui travaillent avec vous, qui parlent d'engagement. La rentrée de septembre, et là je parle aux dirigeants, pas uniquement à celui qui mène le combat pour donner du travail à tous et redonner de la dignité, puisque c'est votre sujet. Cette rentrée de septembre, elle va être tourmentée. Vous qui êtes un voileux, je crois, et vous êtes passionné de voile, on risque une grosse tempête ou pas? Comment vous sentez ce marché et justement à l'aune du travail que vous menez sur cette question du travail? Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas précisément la tournure que peuvent prendre les choses. Ça va dépendre beaucoup aussi, pour le coup, des politiques qui vont être menées. Et des événements. Il y a une vraie reprise économique. Ça, vous le sentez? Et oui, très, très nettement, puisque simplement la demande est repartie. Donc, comme la consommation repart, évidemment, ça alimente l'offre. Donc, il y a une vraie reprise économique. En revanche, on est confronté à des problèmes qu'on n'avait pas imaginés, d'approvisionnement sur des matières premières, de coût des matières premières. Que l'on vit en ce moment. Hein. Ça n'avait pas été du tout anticipé. Et puis, il y a la difficulté de trouver, effectivement, la manœuvre pour répondre, justement... Ça, c'est un sujet. Et donc, pour le coup, il faut réussir ce défi effectivement, de remettre les Français au travail dans les secteurs qui ont besoin d'eux et de rapprocher offre et demande avec, évidemment, tous les enjeux de formation autour de ça. Donc, Samuel Tual, résumons-nous, il y a la notion d'engagement, la notion de dignité, la notion, non pas d'obligation, mais de remettre sur le chemin de l'emploi des salariés qui en sont parfois coupés depuis longtemps et d'accompagner la jeunesse pour aller sur le chemin de l'emploi. Très bien. Qu'est-ce que vous en faites de ce manifeste? Vous l'avez donné aux candidats déclarés, vous leur avez dit ça c'est important que dans une année électorale, on s'intéresse à la fois aux demandeurs d'emploi, aux salariés en formation. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que vous avez une petite idée derrière la tête quand même. Non, mais l'idée est là. Ou alors vous êtes cette fois-ci candidat à l'élection présidentielle. Non, l'idée là, en l'occurrence, avec ce manifeste, c'est de toucher le plus grand nombre et de dire à tous ceux qui sont dans cette démarche de recherche d'activité, il y a une place pour vous. Que vous soyez éloigné de l'emploi, que vous soyez... On a d'ailleurs... moi, je suis très fier. On fait travailler un peu plus de 120 000 personnes par an. On est premier acteur français de l'intérim d'insertion. Oui, j'ai vu ça. L'intérim qui s'adresse aux plus éloignés de l'emploi. Donc, évidemment, c'est une grande fierté. Donc, le message, il est là. Il est pour les candidats à l'emploi, en leur disant, n'ayez pas peur de rechercher une activité. Il y a une place pour vous. Ça, c'est première séquence. Deuxième séquence à venir, effectivement, en complément de ce manifeste et de cette démarche, il va y avoir du contenu avec des prises de position et des propositions qui seront formulées à nos candidats. Et donc, pour le coup, on arrive dans cette séquence. Là, vous êtes dessus. Bien sûr. Donc, le droit opposable au travail, j'imagine que cette question vous a été posée. Ça fait partie des sujets que l'on traite, de telle sorte qu'on puisse intégrer et faire en sorte que celui ou celle qui sera au destiné de notre pays intègre cette dimension-là dans cette période qui me paraît effectivement très importante. En même temps, on ne peut pas obliger, c'est un débat qui avait été posé d'ailleurs sur la table à différentes élections présidentielles, on ne peut pas obliger un salarié, puisqu'il y avait les premières propositions, deuxième proposition, si vous la refusez, vous perdez vos droits au chômage. Cette question avait été soulevée. Vous êtes sur quelle ligne? Est-ce qu'à un moment donné, on dit à un salarié, écoutez, il faut faire un effort, il faut reprendre le chemin du travail, même si c'est un peu éloigné de vos activités, il faut le faire. Comment on fait là, sur ce point précis qui est un peu du rapport même du vaccin, c'est la liberté individuelle de chacun d'aller travailler ou pas? On ne peut pas traiter le sujet uniquement par cet angle-là parce que les conditions ne sont pas réunies pour que le plus grand nombre ait accès au travail aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir des devoirs en contrepartie des droits, mais à condition que l'ensemble des choses soient mis en place pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi, et bien sûr, repenser. Donc, vous êtes en train de travailler dans le prolongement de ce livre de 2017 et de ce manifeste de 2021 à des propositions. Tant qu'on n'a pas réglé cette problématique de chômage de masse, 3 millions de chômeurs en catégorie A, 6 millions en toutes catégories confondues, etc., on a un déséquilibre sur
taux d'emploi dans le pays. Et on a beau tourner les choses dans tous les sens, on ne peut pas trouver de mesures. C'est parce que le sac à dos, pour ceux qui travaillent, sera trop lourd si on n'est pas plus nombreux à travailler. Exact. Donc pour le coup, il faut absolument résoudre cette équation et c'est ça l'enjeu. Le combat de Samuel Tual et le coût social de ce chômage de masse et de ce chômage structurel. Président du groupe Actual, faut-il le préciser, 6e ou 7e parmi les leaders français en matière d'intérim, et notamment de l'intérim d'insertion, faut-il le rappeler. Le travail pour tous à l'ISIO et à lire avec des témoignages de très belles photos d'un certain nombre de vos collaborateurs. Le droit au travail, qui est un manifeste de 2021. Il vient de sortir en avril, je crois, me semble-t-il. Construisons ensemble votre travail. Puis bientôt, j'en suis sûr, Samuel Tual, des propositions, parce que vous êtes en train de plancher tout l'été. Et en septembre, vous viendrez nous en parler. C'est bientôt la fin de notre émission. Je voulais vous remercier évidemment d'être venu. Bon vent, comme on dit au bord de la mer, et bon retour à Laval. La fin de notre émission Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Samuel Tual. Comment on motive quelqu'un qui est plus très motivé pour envoyer des CV, qui a un petit coup de... Voilà, quand la motivation n'est plus là, comment faire ? Tiens, on en parle avec Amélie Favreguité de Talent Management. Elle va nous rejoindre. Amélie Favreguité qui m'a apporté son petit cahier de vacances. Bah oui, j'ai du travail à faire. Le cahier de vacances. De la motivation. Philippe Guittet, qu'on ne présente plus, qui était venu au début de notre émission, qui est votre époux. Vous valez bien plus que vous ne le pensez. Alors, si vous avez écrit un petit livre avec votre mari, ça veut dire quand même que vous vous êtes sérieusement penché sur la question. D'abord, pourquoi avoir fait ce petit cahier de vacances ? C'est pour se remettre en mouvement tout le temps, de ne pas lâcher, quoi. Bah oui, parce qu'on le voit bien, depuis 2020, la motivation des collaborateurs, c'est plus trop ça. Ils ont eu le temps de se poser sur ce qu'ils avaient envie de faire, mais surtout sur ce qu'ils n'avaient plus envie de faire. Et donc, on a plein de collaborateurs qui potentiellement reviennent au bureau et qui n'ont aucune envie de bosser. Concrètement, on fait comment ? Parce que ce cahier nous aide à quoi faire ? Ce cahier est évidemment ce que vous allez nous raconter, mais l'idée c'est quoi ? Comment on fait ? Alors là, ce cahier, c'est vraiment un cahier d'auto-coaching, c'est-à-dire que le collaborateur va pouvoir prendre ce cahier, il a 28 jours pour répondre chaque jour à une petite question, et l'idée, c'est de faire de l'introspection. Tu vois qu'il y a des petites pages pour répondre... Présentez-vous, écrivez la manière dont vous présenteriez au moment présent. C'est ça. Instant T, ça c'est le b.a.-ba. Et puis après, à la fin des 28 jours, on redemande de se présenter et on va voir que le discours n'est plus le même. La personne va être beaucoup plus positive, elle va savoir ce qu'elle veut faire, elle sait dans quel environnement elle veut travailler, elle sait avec qui elle veut travailler, elle sait quelle chose, quelle marque elle a envie de laisser demain. Et donc ça va l'aider à construire un peu son projet professionnel et à se dire, bah tiens, finalement dans ma boîte je suis bien, j'aime bien mon job, mais j'ai envie d'améliorer ça et je vais en parler demain avec mon manager. Jour 4, qu'allez-vous faire pour être meilleur demain ? Par exemple, je prends au hasard puisque vous venez de me l'offrir. Et exercice, qu'est-ce qui vous paraît vraiment impossible avec des cercles ? Écrivez 4 choses qui vous paraissent impossibles et comment vous allez réussir. Enfin, il y a un peu de psychanalyse dans tout ça là. Il y a un petit peu quand même. Développement perso et développement pro, c'est toujours très lié. On le voit quand on a un demandeur d'emploi qui cherche un travail. Dès lors qu'il n'a pas confiance en lui, il aura beaucoup de difficultés à se mettre en valeur auprès d'un recruteur. Et c'est la même chose pour un salarié. Un salarié qui n'a pas confiance en lui, aura du mal à aller vers son manager pour lui proposer des nouveaux projets, pour lui demander peut-être une formation, et donc pour être beaucoup plus rentable au sein de l'entreprise. Et c'est quand même un élément essentiel aujourd'hui dans une entreprise, d'avoir des collaborateurs qui sont heureux au travail et qui du coup vont être productifs. Jour 10, vous voyez, on avance petit à petit. J'essaie d'aller jusqu'au 28 lorsqu'on aura quelques secondes jusqu'au bout. Exercice, comment voulez-vous inspirer les autres ? Écrivez 5 réactions que vous souhaitez provoquer chez les autres. Ah, c'est incroyable ça. Et chez les autres, c'est autant... au sein de sa famille, au sein de ses amis, au sein de son travail, au sein de sa vie associative, de sa vie sportive. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on a envie d'inspirer chez les autres. Et ça, c'est ultra important. Et j'aime beaucoup ça parce que ça va bien au-delà de la relation au travail et à la motivation au sein de l'entreprise. C'est qu'avez-vous appris ces derniers temps ? Tiens, ça c'est intéressant parce que tout d'un coup, ça oblige quoi ? À lever la tête, à regarder autour ? Bah oui, à faire déjà de l'introspection en disant c'est vrai, est-ce que je me suis formée récemment ou pas ? Aujourd'hui, quels sont un peu les métiers qui sont peut-être un peu tendance et dont on a des besoins ? Et c'est tiens, je me rends compte que moi j'ai une facilité, je sais pas, dans le bricolage, qui a tel besoin en ce moment et que c'est vrai que le week-end c'est le moment où je m'éclate le plus quand je bricole mes petits meubles. Et c'est se dire que peut-être c'est vers ça qu'il faut aller. D'accord, donc c'est aussi essayer de se sentir, prendre le temps de s'introspecter pour se dire finalement depuis des années je fais cela, je me suis même pas rendu compte que
c'était formidable. C'est peut-être l'occasion, peut-être, d'explorer. D'explorer et de franchir le pas pour aller faire autre chose. Sans aller trop vite, parce que j'ai bien entendu vos chroniques régulières. Et attention, prenez le temps, soyez calme. Jour 17, quelles habitudes souhaitez-vous abandonner? Ça, c'est passionnant, parce qu'à la fois, on a envie, ce que vous venez d'évoquer, puis on a aussi envie de se délester des vieux bidons qui nous gênent. Et on a aussi tout ce poids qu'ont aussi beaucoup de femmes, là, du coup je m'adresse plus aux femmes, avec un petit peu ce côté où on veut être la mère parfaite, on veut être l'épouse parfaite, on veut être la collaboratrice parfaite, et c'est pas possible. Il faut juste accepter que ce n'est pas possible et que c'est pas grave en fait. Et se dire, tiens, quand je rentre à la maison, si la lessive est pas lancée, si l'aspirateur est pas passé, c'est pas grave. Personne ne va m'en vouloir. Non, c'est pas grave, ça je suis d'accord avec vous. Quels sont vos prochains objectifs? Ça c'est le jour 20. 6 objectifs que vous allez vous fixer. Là, les choses deviennent un peu plus sérieuses, puisque c'est un peu le pensum de la rentrée de septembre. C'est ça, on va se mettre en marche. Et donc se dire, on va créer des objectifs qui vont être mesurables, qui vont être réalistes et réalisables. C'est-à-dire que si demain je me dis, tiens, je veux me transformer dans le bricolage, on va rester dessus. Bon, ça va être un petit peu compliqué, parce que généralement, sur les 3 tringles qu'on a à la maison, il y en a 2 qui sont déjà tombés. Donc le bricolage, c'est peut-être pas vraiment pour moi. Et se dire, en fait, mes premières actions que j'ai envie de réaliser, c'est ça, et je me donne X temps pour les faire, et je vais aller voir X personnes pour y arriver. Jour 27, ça sent la fin des vacances, mais on a tellement bien travaillé avec le cahier de Philippe Guittet qu'on est super bien. Que vous manque-t-il pour réussir? Là, les choses deviennent un peu plus complexes. Ça, c'est quand même pas des questions très simples. Non. Ça demande, on le fait pas en 2 minutes, hein, c'est pas du coloriage quand même. Oui, non, il faut prendre du temps. C'est compliqué ça. Oui. Qu'est-ce qui nous manque? Comment savoir? Il n'est pas un peu dur, Philippe Guittet, là, dans son cahier? Non, Passez la page 27. Non, alors il faut savoir qu'en plus du cahier, les gens sont invités sur une plateforme collaborative où on peut échanger avec Philippe. Non, mais c'est important de le dire. Et ça, c'est essentiel. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est qu'est-ce qui me manque? C'est est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'autonomie? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu de reconnaissance au travail? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un manager qui me dise bonjour, merci, félicitations, des petits mots tout bêtes? Oui, de base. Est-ce que j'ai besoin d'aller vivre à la campagne? Et en fait, c'est vraiment d'aller poser toutes ces choses-là. Et là, on arrive le moment un petit peu de l'introspection finale, le moment de la conclusion. Et là, ça peut être une explosion intérieure, parce qu'après 28 jours de repos, d'introspection, vous nous demandez quels sont vos rêves. Ouais. Et là c'est quoi? C'est l'heure de vérité? C'est un peu l'heure de vérité, parce que normalement, les rêves, ils ont explosé au fur et à mesure pendant les 28 jours. Et c'est là où on est censé avoir un peu un feu d'artifice en disant, c'est de ça dont j'ai envie. Moi, c'est une question que je pose souvent en entretien aux candidats, c'est si demain j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et c'est se dire, tiens, en fait, qu'est-ce qui vous fait rêver? À quel moment vous avez les yeux qui brillent dans la vie? Et si tout était possible, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et se dire que si on a vraiment envie, et donc si on est positif et si on croit en soi, les choses sont possibles. Le cahier de vacances de la motivation, Philippe Guittet, accompagné aussi, vous l'avez dit, d'une plateforme qui permettra sur certaines questions un peu difficiles d'introspection, d'aller peut-être et vous faire accompagner, parce que quels sont vos rêves? Évidemment, ça va chercher très loin. Merci Amélie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir comme chaque semaine. On se retrouve, je l'espère, l'année prochaine, la saison prochaine, septembre prochain, avec vos jolies chemises qui sentent les vacances, et puis les cahiers de vacances. Écoutez, essayez de vous le procurer. Comment on le procure? On se le procure sur le site philippguittet.fr et très prochainement sur Amazon. Et très prochainement sur Bip. Merci de nous avoir suivis. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à toute l'équipe, Romain Luc au son, merci à Romain Luc à la réalisation et Guillaume au son, que je n'inverse pas. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à Emma pour l'accueil invité. Merci à tous nos invités, évidemment, et à vous qui êtes si fidèles, si réactifs. Merci, je serai là demain en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.